Bienvenue pour cette session, les aventures d'un facilitateur au pays des techs. Donc, j'espère que tout va bien de votre côté. C'est la fin de journée, donc j'espère que vous allez apprécier cette session. Et je l'ai instituée comme ça parce que je voulais vous présenter au départ quelque chose qui était très limité à la rétro-technique. Et je pense qu'il y a un cadre et il y a quelque chose à vous montrer autour de la facilitation et du facilitateur, son positionnement dans un milieu technique, ou un contexte de technicien, on va dire. Et donc, mon objectif avec cette session, c'est déconstruire un petit peu le syndrome de l'imposteur que peut avoir certains ou certaines facilitatrices dans des contextes techniques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui je suis rapidement, je ne vais pas vous endormir avec ça, hein. Je m'appelle Yoann Thirion, je suis coach agile technique, on va dire. J'aime pas trop le dire en français d'ailleurs, ça fait bizarre, mais bon. En tout cas, globalement, mon objectif, c'est quoi? C'est j'interviens dans des contextes pour aider des équipes de développement à délivrer de la meilleure façon possible, de la manière la plus efficiente, en leur mettant le pied à l'étrier sur des pratiques d'ingénierie, comme le TDD, le Domain Driven Design, ce genre de choses, mais aussi sur des pratiques agiles, d'où le mix agile et technique. Voilà pour la courte introduction. Vous pourriez vous dire du coup, ouais, le mec vient de nous dire, il est coach technique, donc ça veut dire qu'il a un background technique, effectivement, et il veut nous parler de facilitation et de facilitateur dans un contexte technique. Alors oui, exactement. Alors pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'ai souvent travaillé dans des contextes où il y avait des facilitateurs en place, donc des Scrum Masters, des facilitateurs, peu importe le nom qu'on leur attribue. Et je les ai, enfin, ils me sollicitaient souvent, ils me sollicitent toujours d'ailleurs. Ils me sollicitent souvent en me disant, ouais, je me sens pas de faciliter cette session. Mon équipe, ils sont trop techniques, je comprends rien à ce qu'ils racontent, c'est trop technique pour moi, je me sens vraiment pas à l'aise, je me sens pas légitime, j'ai le sentiment de faire perdre du temps à mon équipe. Donc vraiment, ouais, j'en ai vu beaucoup atteints du syndrome de l'imposteur, et j'ai envie de démystifier ça aujourd'hui. On va déconstruire un petit peu cette croyance-là, et je vais vous montrer à quel point un facilitateur peut avoir un impact sur une équipe technique sans être expert du domaine. Alors pour ça, je vais vous l'illustrer en repartant aux bases, en se posant une question. Bon, ça va pas être original, hein. La journée s'appelle Facilitation Day, donc ça va parler de facilitation toute la journée. Moi, je vais revenir sur une définition de la facilitation. Je vais la reposer rapidement, hein. Vous pouvez la retrouver dans le livre Skill Facilitator de Roger Schwartz. J'espère que je le prononce bien. La facilitation, c'est quoi? C'est un processus au cours duquel une personne intervient pour aider un groupe à améliorer son efficacité, à 1. Identifier et résoudre des problèmes, 2. Prendre des décisions, et 3. S'engager collectivement dans l'action. Donc cette personne qui intervient pour aider un groupe, on la nomme facilitateur ou facilitatrice. Elle doit être, et ça c'est des prérequis, elle doit être acceptée par tous les membres du groupe, rester neutre sur le fond, et on va voir ce que ça veut dire dans quelques instants, et n'a aucun pouvoir sur la prise de décision. C'est pas elle qui va trancher. Alors, il y a quelque chose d'important dans cette définition, c'est le neutre sur le fond. Un facilitateur, il n'a pas vocation à être expert technique, ni expert du métier d'ailleurs. Ça veut dire quoi en termes de posture? On peut identifier à minima 4. On a la posture haute et on a sa contrepartie, on va dire, qui s'appelle la posture basse. La posture haute, c'est quoi? C'est en tant qu'expert ou décideur, j'arrive dans un contexte, je sais exactement ce qu'il faut faire, je suis le sachant, je dis aux autres ce qu'il faut faire. En posture haute, c'est ce genre d'approche qu'on va favoriser. C'est efficace, ça permet de mettre en place des choses très rapidement, mais ça ne fait pas progresser un groupe. Le pair à pair, ou je préfère l'appeler d'égal à égal, on va dire, c'est on est au même niveau au sein d'une équipe, par exemple, au sein d'un contexte. On a des idées, on échange. C'est agréable, mais ça peut être lent pour amener du changement. Et il y a la posture basse, celle qu'on va privilégier, et celle qu'on va adopter en tant que facilitateur dans n'importe quel contexte. C'est on ne doit pas avoir d'avis ni d'intention sur le contenu. On questionne et on facilite. Et ce qu'il faut savoir, et comme c'est indiqué sur cette image, c'est que c'est pas forcément facile, mais ça peut réellement déclencher des choses chez les gens et déclencher des changements profonds dans un contexte donné. Donc si on reste sur cette neutralité sur le fond et sur cette posture basse,
je vais vous parler maintenant du pouvoir du facilitateur. Et quand je dis pouvoir, c'est son super pouvoir. Son super pouvoir, c'est quoi? C'est enfin, c'est le questionnement ouvert, la possibilité de lancer des questions ouvertes, toujours. L'idée, c'est quoi? C'est, via le questionnement, c'est de ne pas épouser le problème de l'équipe, si on parle d'une équipe spécifique ou d'un contexte, mais aider les gens à reconsidérer la façon dont le problème est posé. On va les aider avec le questionnement ouvert à regarder au bon endroit. Avec les questions, on va leur permettre de prendre du recul, à penser en dehors de la boîte, ce qui va les aider à identifier les problèmes et les solutions. Donc, quand on pense aux questions ouvertes, il y en a de plusieurs types. Des questions de précision. Qu'est-ce que, par exemple? De réflexion. Quoi d'autre? On va essayer de relancer plusieurs fois. Des réflexions assez profondes. Quoi d'autre? Des questions de clarification. Qui, quoi, quand, comment, ce genre de choses réellement. Et du coup, je vous parle de ça pourquoi? Donc, on voit le rôle du facilitateur de cette manière-là, tel que je vous l'ai décrite, on va dire dans la littérature. Moi, c'est ma vision également de ce rôle-là. Mais on peut se poser la question maintenant, pourquoi c'est pas enfin, est-ce que c'est la vision qui est globalement comprise de ce rôle de facilitateur? Donc, je me suis penché un petit peu sur le marché. Donc, j'ai pris des offres d'emploi, j'en ai pris une quarantaine au hasard, hein. Je les ai croisées, j'ai regardé un petit peu ce qui ressortait. Ouais, je vous ai mis les plus gratinés entre guillemets, en tout cas celles qui sont le moins alignées avec ce que je viens de dire. On va dire que sur la quarantaine que j'ai pu avoir, il y avait toujours quelque chose qui pouvait être dissonant par rapport à la définition que je vous ai dit auparavant. Mais si on prend les quelques mots que j'ai surlignés, en tant que garant du cadre Scrum et facilitateur, vous recueillez et analysez les besoins du client. Donc là, on est clairement sur le framework Scrum. Les attentes vis-à-vis du Scrum Master, recueillir, analyser les besoins du client, c'est des attentes qu'on devrait avoir, en tout cas sur le rôle de Product Owner, pas du Scrum Master. Je ne suis pas sûr qu'on soit aligné avec la définition. Définir les besoins en termes de ressources humaines et de compétences techniques. Ah, donc là, ça veut dire que la personne, donc le rôle du facilitateur au sein de vos équipes, dans cette boîte-là, c'est un expert technique qui est en capacité de savoir pour tel contexte, il faut telle compétence. Donc, pas vraiment la définition encore qu'on a eue avant. Être au centre de la production et des priorisations, suivre les estimations, les conceptions, les développements, la qualification, la recette et le suivi de qualité des livrables. Et en plus de ça, maîtriser les règles métiers et l'architecture de l'application du groupe dans sa globalité. Alors, au niveau d'une équipe, ça serait trop simple. Là, on cherche le mouton à 98 pattes, très clairement. Donc, ça colle vraiment pas avec la définition qu'on a pu avoir auparavant. Là, on a des définitions et des job descriptions qui sont réellement très orienté posture haute, très orienté sachant. C'est pas du tout la définition qu'on a pu avoir auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que facilitateur dans ce genre de contexte? On voit des offres d'emploi comme ça. Est-ce qu'on doit s'adapter et puis se dire, OK, bah, c'est peut-être ce qui est attendu par le marché, donc je devrais m'y mettre. Je devrais comprendre le contexte dans lequel je suis. Je devrais me former aux pratiques d'ingénierie si j'interviens dans un contexte de développement logiciel, par exemple, ou un autre contexte, hein. On peut penser à, je sais pas, l'aérospatiale, l'industrie. Je devrais me former et réellement comprendre tous les métiers de l'industrie pour être en mesure de faire mon job. Ah, je pense pas. Je pense que c'est important et c'est même crucial de faire comprendre ce nouveau rôle. Enfin, nouveau rôle. On va dire que c'est pas si nouveau que ça, mais pour les entreprises, ça l'est encore. Donc, je pense que c'est important que nous, en tant que vecteur d'agilité, en tant que vecteur de cette culture de la facilitation, bah, on fasse comprendre que la facilitation, c'est pas ce que les entreprises, en tout cas ce que les entreprises que je vous ai montré auparavant ont en tête. Je pense que c'est important de ne pas se plier au marché, mais plutôt agir sur les entreprises, sur les organisations, bien faire passer les messages. Alors, comme dit sur sur le site web des facilitateurs, c'était indiqué qu'on allait parler de rétrotechnique. Alors, je me sens un petit peu obligé d'en parler maintenant que je l'ai mis dans le titre de la session. Vous allez voir pourquoi c'est important d'en parler et vous allez voir comment cette aventure du facilitateur dans une équipe tech prend sens avec la rétrospective. Alors, avant d'aller dans le détail, la rétrospective, c'est quoi? En quelques mots, pour ceux qui ont suivi la super session de Romain Couturier, je crois que c'était à 14 heures, enfin bref, euh, il en a déjà parlé. Je vais juste refaire un point rapidement. Donc, la rétrospective, c'est quoi? C'est un moment pour une équipe de faire de l'amélioration continue. Comment ça se fait? Donc, il y a un facilitateur qui vient, il y a des étapes qui sont bien établies.
On a une étape d'ouverture, recueil de données. On va faire en sorte que chacun et chacune puisse s'exprimer, recueillir de la donnée, générer des idées sur base de ce qui aura été identifié dans le recueil de données, décider d'action. Donc là, c'est vraiment, OK, on a brassé, on a vu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant avec tout ce qu'on a, toute la matière qu'on a pu créer? Et ensuite, on a une petite activité pour clore la rétrospective. La rétro-horizontale maintenant. Pourquoi je vous parlais de ça? En réalité, ce que j'ai pu identifier depuis un petit moment, c'est qu'on a vraiment deux types de rétrospectives. On a les rétrospectives que je qualifie d'horizontales et les rétrospectives plutôt verticales. Alors, la rétrospective horizontale, c'est quoi? C'est celle qu'on a l'habitude de dérouler pour ceux qui ont l'habitude d'en faire, qui ont déjà participé et qui ont déjà facilité ce genre de session. L'idée, c'est quoi? C'est on va brasser large. On va prendre par exemple une période de temps, puis on va demander à une équipe de se remémorer tout ce qui a pu se passer. C'est un exemple de format de rétrospective. On va potentiellement utiliser le speedboat pour essayer de voir un peu ce qui nous retient à l'heure actuelle pour avancer plus vite, etc., etc. On va, on va pas identifier de sujet à l'avance, on va réellement brasser méga large. C'est un format qui est super utile, qui est super puissant. Par contre, pour l'avoir vécu dans de nombreux contextes, il y a un sentiment qui ressort au bout d'un certain temps, quand les personnes ont l'habitude de ce genre de format. Ce que j'ai pu entendre, et ce que j'entends encore toujours, c'est on a juste survolé les sujets, c'est frustrant. J'aurais voulu qu'on aille plus loin sur ce sujet-là, ça me tenait réellement à cœur. On n'a pas ressorti d'action de fond, c'est que des actions de surface. Ça va pas changer la face du monde ni la face de l'équipe. On sait que les sujets qu'on n'a pas traités aujourd'hui, par exemple, parce qu'on a une phase de divergence, en gros, on a une phase où on va ouvrir très large et on va vouloir brainstormer à mort. Mais on en a beaucoup qui vont passer à la trappe lorsqu'on va faire la phase de convergence. Et il y en a dans ces beaucoup qui passeront à la trappe. Ah ouais, mais il y a peut-être qui sont impliqués, enfin en tout cas qui correspondent à la description qu'on a ici. Le sujet reviendra forcément dans les prochaines rétros. Et ce sentiment-là, ça peut créer de la lassitude. Ça peut créer de la lassitude et encore pire quand, en tant que facilitateur, il y a des mots comme ceux qui sont à l'écran maintenant et que j'ai entendu de nombreuses fois aussi, c'est de dire dans une rétrospective, on n'a pas le droit de parler technique. J'ai souvent vu ça dans des contextes où le facilitateur coupait les gens parce qu'il voulait parler technique. Et du coup, les gens se posent la question, ok, à chaque fois on a lu des sujets techniques, c'est pas le moment d'en parler. Elles se posent la question, mais c'est quand en fait le moment? C'est quand le moment? Et j'ai une réponse à ça, justement, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et pour moi, c'est la rétro-verticale. Quand on sait qu'on a des sujets qui sont clairement identifiés, qu'on sait que ça va prendre du temps. En fait, les sujets techniques, ça peut prendre du temps à tacler. Majoritairement, si on en parle durant une rétrospective, ça veut dire que c'est un problème qu'on traîne depuis plusieurs sprints ou depuis une grosse période de temps. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps à clarifier et à tacler en rétrospective. Et donc la rétro-horizontale, donc on brasse très large, on, on ouvre le champ des possibles et on essaie de voir tout ce qui est améliorable au sein de l'équipe. Donc réellement dans cette posture d'amélioration continue. La rétro-verticale, on se focalise sur un thème, un point à craquer, qui est clairement identifié, qui fait consensus au sein de l'équipe, et on va creuser ce point durant toute la rétrospective. C'est souvent des sujets techniques qui va ressortir, que vous allez passer en rétrospective verticale, c'est difficile à dire, ou des questions d'interdépendance entre équipes. Si c'est des questions d'interdépendance entre équipes, ce qui est intéressant, c'est de prendre des équipes avec lesquelles il y a des problématiques, ou au moins des représentants de ces équipes-là, et faire une rétrospective verticale avec toutes les parties prenantes. Alors mon objectif, c'est de démystifier la rétro technique et de démystifier un petit peu, en tout cas de casser le syndrome de l'imposteur que peuvent ressentir certains ou certaines facilitatrices. Du coup, je vais vous prendre un exemple. La rétro verticale par l'exemple. Donc, je prends un contexte. Il y a une équipe technique, une équipe de dev, plus ou moins mature à la limite. C'est pas le plus important. Mais les membres de l'équipe sont tous d'accord pour dire que leur architecture logicielle, à l'heure actuelle, les ralentit plus qu'elle ne leur sert en fait. C'est trop compliqué d'après eux. Quand ils doivent onboarder un nouvel arrivant, un nouveau développeur au sein de l'équipe, ça prend des semaines, des mois, parce que c'est ultra complexe. Donc comment on peut préparer ça en tant que facilitateur? Est-ce qu'on a réellement besoin d'être expert, d'être architecte, d'être ingénieur logiciel pour être en capacité de préparer ce genre de session? La réponse,
et je suis là pour démystifier ça, elle est, elle est forcément négative. Et ce que je vous propose ici, c'est un exemple de format qui répondrait à cette problématique. Moi, ce que je proposerais comme format d'atelier, comme format de rétrospective, en termes en termes d'ouverture, c'est commencer par créer de l'alignement sur c'est quoi le problème à l'heure actuelle. Donc pour ça, il y a un super outil qui est ultra basique, c'est de demander aux participants, en individuel, de dessiner leur vision de l'architecture actuelle. Donc vraiment se focaliser uniquement sur l'Asie, sans forcément parler de problème ou quoi que ce soit. Faites, faites une représentation de votre architecture actuelle. Alors pour avoir fait ça de nombreuses fois, ce qui est intéressant, c'est que vous allez ressortir avec des choses comme ça. Quelqu'un qui va avoir un niveau, une vision très caricaturale ou très minimaliste de l'architecture, une autre personne qui va complètement rentrer dans les détails, qui va commencer à mettre des flux, etc. Donc c'est intéressant de voir les différences de granularité, les différences de niveau, et surtout ce que vous allez vite voir en faisant ce genre d'exercice, c'est que il y a souvent des gros problèmes d'alignement déjà sur l'existant. Et donc premier exercice, aligner les gens sur l'existant. Et comment ça peut se faire? Donc l'étape 1, là j'utiliserai un outil qui s'appelle les One to For All. Romain aussi, on a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui vient des Liberating Structures. Donc l'idée, c'est de commencer en individuel, faire travailler les gens en individuel, leur demander de dessiner l'architecture chacun dans leur coin, les faire se mettre à deux, donc faire émerger à deux un consensus sur c'est quoi notre architecture, donc la redessiner, ensuite à quatre, et ensuite avec tout le groupe. L'idée, c'est vraiment de créer l'alignement. One to for all, c'est vraiment pour créer de l'alignement. En tout cas, c'est un moyen de créer de l'alignement dans ce cadre-là. Ensuite, viendrait l'étape de recueil de données. Maintenant qu'on a une vision claire au sein de l'équipe et qu'on est tous alignés sur notre architecture, on peut clarifier les axes d'amélioration. Ça aurait servi à rien de le faire avant parce qu'on aurait potentiellement parlé de choses différentes et potentiellement avec les mêmes mots. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc, ce qui est intéressant quand on parle de clarifier les axes d'amélioration ici, c'est, il y a des axes d'amélioration, ça c'est sûr, sinon on ne serait pas là, mais c'est aussi de revoir un petit peu les forces, par exemple. Souvent, des choses qu'on oublie de faire, mais quand il y a quelque chose qui est en place, on peut se poser la question, c'est quoi sa force, ce qui est en place? Donc là, en l'occurrence, c'est notre architecture. Donc, on va poser des questions du genre, où sont les forces de l'architecture actuelle? Pourquoi ce sont des forces à l'heure actuelle? Et sur notre architecture, donc sur notre schéma, par exemple, qu'est-ce qui nous ralentit? Et pourquoi ça nous ralentit? Donc ça nous permet de recueillir de la donnée. Donc là, je vous recommanderais de le faire dans le cadre-là, directement sur le schéma d'architecture qui a été dessiné. Ensuite, on va générer des idées. Donc, on aura trouvé des axes d'amélioration via la question qu'est-ce qui nous ralentit et le pourquoi. Et là, je vous propose de générer des idées. L'exercice le meilleur par le pire, il est super intéressant parce qu'il permet de trouver des idées réellement innovantes. L'idée, c'est quoi? C'est de faire la liste des pires idées pour échouer ou faire empirer le problème. C'est assez, ça permet de penser un petit peu à l'envers. C'est assez intéressant en termes d'approche. Donc, c'est la première étape, bien sûr. On va pas aller mettre en œuvre tout de suite. Hein. On va pas mettre en œuvre directement des actions pour nous faire échouer le plus rapidement possible. Et on va demander aux participants de transformer chaque idée négative en opportunité positive. Donc là, on pourrait les faire travailler en paire ou un petit groupe, en splittant le groupe en deux, par exemple. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a des idées d'amélioration, on va décider des actions. Donc là, l'idée, c'est de prioriser. Je ne l'ai pas forcément mis là, mais on peut utiliser prioriser les idées via, par exemple, un dot voting, donc uniquement mettre des points et voter pour les idées qui recueillent le plus de points. Et ça nous permet de prioriser rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est de formuler les actions sous forme d'hypothèses. Je vous ai mis un canevas à gauche. L'idée, c'est quoi? C'est de faire rentrer cette culture de l'expérimentation. On n'a pas la science infuse, on doit expérimenter. Et on va expérimenter, et on sait qu'en expérimentant, il va y avoir des échecs. Ça fait partie de l'expérimentation. C'est bien de formuler des expérimentations, comme des hypothèses de travail. Donc, le petit canevas à gauche, je vous recommande fortement d'utiliser. C'est en gros, on croit qu'en faisant cette expérimentation, cela va résulter par, et là vous décrivez les résultats attendus, et on aura confiance, enfin en tout cas on saura qu'on aura atteint notre objectif si on voit tels signaux. Et ensuite, je finirai la rétrospective par une question. Qu'est-ce que vous emportez de cette rétrospective? Quelle a été la chose la plus marquante que vous y avez apprise? Donc voilà,
Et la question qu'on peut se poser, du coup, je vous la pose, vous pouvez répondre sur le chat. Ouais, j'ai pas accès au chat là. Ouais, faut que je change ici. Euh, la réponse que vous pouvez, la question que vous pouvez vous poser en tant que facilitateur, est-ce que vous vous sentiriez légitime de faciliter cette rétrospective-là, alors que vous n'avez pas du tout de background d'architecte? Donc, n'hésitez pas à mettre vos réponses sur le chat. Je vais les donner, c'est plus une question rhétorique, mais j'espère qu'en tout cas, vous allez avoir la même. Donc, suis-je légitime? Ah, ma réponse est clairement oui. Les questions ouvertes, naïves dans ce genre de contexte et dans ce genre d'atelier, ça permet quoi? Ça permet une prise de recul instantanée. Donc, ça permet de voir les choses d'une autre manière. Et en réalité, il y a peu de problèmes qui sont liés réellement à la pure technique. Il y en a certaines fois, bien sûr, mais le fait que les gens prennent du recul via ces questionnements, ça va permettre d'avoir un autre regard, de déclencher des prises de conscience. Et ça, c'est super intéressant. Là, en tant que facilitateur, ce que vous arrivez à faire juste en questionnant, c'est ultra puissant. Ce qu'on va pouvoir faire en tant que facilitateur, et c'est là où il faut réellement travailler là-dessus, et où il faut être vraiment bon durant ce genre de session, c'est de travailler sur l'alignement. C'est c'est vital. La première partie, quand j'ai dit le one to for all sur dessiner l'architecture, c'est vital dans ce genre de session. Travaillez sur l'alignement, assurez-vous que tout le monde parle de la même chose. Quand on utilise le terme Toto, bah, que ça veut bien dire Toto dans la bouche de quelqu'un d'autre, en tout cas dans la tête de quelqu'un d'autre. Travaillez sur la reformulation, toujours dans cet esprit de clarité, de clarification. Distribuer la parole, ça c'est pareil, c'est un gros boulot de facilitateur, faire en sorte que chacun et chacune puisse s'exprimer. C'est pour ça que des formats comme le One to for All sont très puissants, parce qu'on on part de l'individuel pour aller vers du collectif. Donc il y a des gens qui sont plus réservés, en tout cas plus réservés que d'autres. Il y a des gens qui ont besoin de plus de réflexion avant d'externaliser ou de verbaliser les choses. Donc ce genre de format, One to for All, ça permet de faire en sorte que chacun et chacune puisse réfléchir au sujet, formuler des idées, ensuite les partager. Ça met en confiance aussi. Donc, et après, il faut bien s'assurer que tout le monde ait des moments de parole et qu'il n'y ait pas une seule personne qui monopolise la parole et l'attention de tous. Et être à l'écoute aussi de ce qui se passe. Alors, dans certains contextes, j'ai déjà entendu, ouais, le gars, on le paye à rien faire parce qu'il est au fond de la pièce, parce qu'il est au fond de la pièce et qu'il n'intervient pas. Mais si en tant que facilitateur, vous n'intervenez pas et que vous considérez que les gens ont de bonnes interactions, que la distribution de la parole se fait naturellement, tant mieux, ça veut dire que vous avez fait un super boulot de facilitateur. Par contre, dans ce genre de session, donc une rétro technique verticale, les pièges à éviter, c'est quoi? Alors là, je ne vous conseille pas de rentrer dans le contenu. Ça, c'est réellement quelque chose qu'il faut éviter. Ne jamais rentrer dans le contenu, jamais rentrer dans le détail du contenu. Quand les gens utilisent des termes techniques que vous ne comprenez pas, ne demandez pas des explications. Vous allez déjà sortir de votre posture neutre, de votre posture basse. Et en plus de ça, vous allez créer de la lassitude aussi. Ils vont se dire, ouais, mais pourquoi je perds mon temps à lui expliquer quelque chose? De toute manière, on peut avancer sans lui faire comprendre. Enfin, voilà, ils y verront aucun intérêt, en fait. Et pareil, de la même manière, ne prenez pas position. C'est pas votre rôle dans ce genre de session. C'est pas votre rôle du tout. Alors, la question qu'on peut se poser, là, je vous ai présenté un format. C'est un exemple de format de rétrospective verticale. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez utiliser tout ce que vous faites traditionnellement dans vos rétrospectives et l'adapter pour un questionnement technique. Ça se fait très bien. C'est exactement ce que j'ai fait là, hein. Mais la question que vous pouvez vous poser aussi, c'est bah, en tant que facilitateur, comment on peut recueillir les sujets pour une rétro verticale? Alors, si j'arrive à passer le slide. Euh, Il y a un super outil, certains d'entre vous connaissent peut-être, ça s'appelle le Popcorn Flow. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de créer un board Kanban, alors là, qui soit physique ou virtuel, peu importe, et y mettre des sujets, donc des items, des tickets, au fur et à mesure. Donc dans le quotidien de l'équipe, faire en sorte que dans le quotidien de l'équipe, ça devienne une routine d'équipe d'alimenter ce board-là. Donc ce board, on l'appelle Popcorn. Pourquoi? Euh, Parce que pour chacune de ces lettres Popcorn, on va retrouver une colonne de notre board, en fait. Donc le P, ça signifie quoi? Le P, c'est pour problème et observation. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que chaque membre de l'équipe puisse identifier des points qui bloquent ou des points qui gênent au quotidien et le mettre dans cette colonne-là. C'est facile, hein. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très invasif. Les options, c'est la colonne d'après.
Donc, on va chercher plusieurs options pour adresser le même problème. Donc là, on peut en mettre autant qu'on veut, hein. Le but, c'est juste de faire en sorte d'avoir des idées, en tout cas. Ensuite, on va reformuler ces options en expérimentation possible. Possible experimentation. Experiments en anglais. Ouais, sinon ça colle pas, ça colle pas en français, hein. Donc, il faut essayer de préciser les actions à réaliser sous forme d'hypothèses, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, des hypothèses, des choses qu'on a envie, des expérimentations qu'on a envie de faire pour améliorer le problème qui a été identifié dans les colonnes précédentes. Ensuite, il y a le committed, donc un commitment. Donc là, l'idée, c'est de dire que l'équipe accepte l'expérimentation et va la faire sur une période de temps donnée. Ongoing, bah, justement, elle est en cours. Là, c'est pour dire toutes les expérimentations qui sont en cours au sein de l'équipe. Review, c'est prendre du temps, de la même manière qu'on prend du temps pour reviewer allez, on va dire un incrément de produit en Scrum ou dans d'autres frameworks. Bah là, on va se prendre du temps pour revoir un petit peu les expérimentations qu'on a pu faire. Et là, on va repartir de nos hypothèses. C'était quoi nos attentes? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'on a pu apprendre de cette expérimentation? Parce que même si ça a été un échec, on a forcément appris quelque chose. On peut le mettre quelque part, on peut le loguer quelque part. C'est de la connaissance qui a été acquise par l'équipe. Ça, c'est super important de la tracer. Et le dernier, c'est le N de Popcorn, qui est le S de la suite. Il n'y a pas forcément de consistance, hein, quand on passe en français. Que faisons-nous après, en gros? L'idée, c'est de se questionner. Est-ce qu'on a complètement réglé le problème avec cette expérimentation ou ces expérimentations, ou bien il y a besoin de nouvelles options? Pour ça que, enfin, j'imagine que c'est pour ça que les pieds se retrouvent juste en dessous d'options dans ce visuel-là. Donc c'est réellement un super outil pour matérialiser les difficultés, les points d'amélioration au fil de l'eau. Et encore une fois, en tant que facilitateur, bah, c'est quelque chose que vous pouvez pousser. Il n'y a pas besoin d'être expert Kafka, il n'y a pas besoin d'être expert CQRS, DDD, Event Sourcing ou je ne sais quoi. Vous avez juste besoin de mettre en place un petit outil et faire rentrer ça dans le quotidien des équipes. Et ça va réellement vous permettre, dans tout ce qui aura problème à observation, si les gens ont du mal à formuler des options, des expérimentations, ça va alimenter clairement les prochaines rétrospectives verticales. On va retrouver quoi après? Le facilitateur au service de l'amélioration continue. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de se poser des questions sur comment on va pouvoir mesurer l'amélioration continue de nos équipes, des équipes qu'on accompagne. Et encore une fois, il y a des outils qu'on peut mettre en œuvre sans être expert. Moi, j'adore mettre en œuvre des modèles d'auto-évaluation. On peut s'inspirer de ce qui est fait par ailleurs. Le Spotify Squad F-Check, c'est pas facile à dire. Ils l'ont très bien fait chez Spotify. L'idée, c'est quoi? C'est d'identifier des catégories sur lesquelles on a envie de progresser en tant qu'équipe et de faire des auto-évaluations assez régulières, histoire de mesurer l'avancement de l'équipe. Enfin, l'avancement de l'équipe, on va dire. Et donc ça, je vous invite réellement à le faire en tant que facilitateur. Vous pouvez construire ce genre de modèle d'auto-évaluation avec des experts, avec l'équipe. Il n'y a aucun souci pour le faire. Et comment ça se passe, en fait, ce modèle d'auto-évaluation? C'est une évaluation par l'équipe et pour l'équipe. C'est un outil qu'on peut utiliser en rétro, qu'on peut utiliser en dehors de la rétro, peu importe. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de piloter réellement l'amélioration continue sur les sujets qui font du sens pour eux, qui ont été identifiés par eux et pour eux. Technique ou pas, d'ailleurs, exactement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut réévaluer de manière régulière pour mesurer l'amélioration. Donc, ce qu'on va demander dans ce genre d'exercice, c'est que chacun et chacune puisse voter. Et là, je vais prendre un exemple sur quelque chose de technique, par exemple, clean code. On va demander aux gens individuellement, comme on le fait en planning poker, avec une carte retournée, est-ce que tu sens que l'équipe est plutôt dans le rouge ou plutôt dans le vert? Et pour chaque catégorie, on va avoir défini avec les experts ou avec une communauté, peu importe, ça veut dire quoi être dans le rouge et ça veut dire quoi être dans le vert. Donc chacun et chacune va voter. On va faire discuter les gens. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand il y aura des divergences au sein de l'équipe. Bah, il y a un rouge, il y a un vert. Ok. Pourquoi on a deux visions différentes? Et ce qui va être intéressant, c'est de marquer les constats. On va loguer les constats, faire en sorte de les tracer quelque part. Ça nous permet d'identifier clairement des axes d'amélioration et les potentielles actions qu'on va pouvoir mener. Et ce qui est intéressant, c'est de tracer les feux, du coup, le résultat, on va dire, de l'auto-évaluation et de la refaire dans le temps. Quand je dis c'est un outil par l'équipe et pour l'équipe, c'est quelque chose qui doit rester au sein de l'équipe. C'est pas quelque chose qu'on va partager à l'extérieur. Ouais, je vois que le temps file, ça passe très vite. S'intéresser, comprendre, aligner. Dans tous les contextes techniques, enfin dans tous les contextes dans lesquels je vais, il y a de l'incompréhension.
et de l'incompréhension qui vient de deux choses, enfin, deux phénomènes que enfin, que je peux observer en tout cas. Des gens qui parlent du même concept avec des termes différents et des gens qui utilisent le même terme pour des concepts différents. Alors ça, c'est facile à voir. Vous pouvez facilement le voir en tant que facilitateur, des gens ça crée des moments de friction qu'on peut observer et on peut observer des vocables différents. Et donc pour ça, le regard extérieur du facilitateur, il est réellement super puissant. Et donc là, je vais vous pousser un outil qui s'appelle Event Storming. Je vous invite à aller plus loin a posteriori. J'ai pas trop le temps de vous en parler, mais l'idée en tout cas, c'est via cet outil, c'est de créer de l'alignement euh, sur un process, sur une architecture, sur tout et n'importe quoi. En fait, on peut l'utiliser vraiment pour tout et n'importe quoi. L'idée, c'est quoi? C'est avoir une timeline, et puis dedans, on va mettre des événements, et on va incrémenter sur ces événements. On va pouvoir rajouter d'autres types d'artefacts, des acteurs du système, des processus extérieurs, des règles métiers, peu importe. Et comme je dis, c'est un outil qui peut s'utiliser pour tout et partout. En tant que facilitateur, je l'utilise assez souvent pour prendre du feedback, par exemple. Je vous montre rapidement à quoi ça peut correspondre. Euh, En gros, sur une session, j'avais mis un événement pour commencer. Je disais, bah, la session a commencé, la session a fini. Qu'est-ce qui rentre? Mettez tous les événements qui sont passés, qui sont produits. À quel moment vous avez eu des questions qui sont arrivées dans votre tête, des choses dans lesquelles vous vous êtes dit, waouh, c'est quoi ce merdier? Et en bleu, j'aurais demandé de mettre, ok, c'est quoi vos apprentissages? À quel moment vous avez appris quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait vous être utile dans le futur? Et un autre point, c'est le sentiment. À quel moment j'ai ressenti quel sentiment? Donc, je vais conclure assez rapidement. Pour moi, il y a quelque chose de primordial quand on arrive dans un nouveau contexte en tant que facilitateur. Surtout, on l'a vu, le marché est pas très mature sur ce rôle-là. C'est de clarifier son vécu, expliquer sa vision de la facilitation, définir un contrat d'accompagnement avec l'équipe. Quand je dis contrat d'accompagnement, c'est comme un contrat de coaching, hein. C'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, c'est pas quelque chose qu'on va factualiser et qu'on va faire signer en bipartie. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte de s'aligner sur le pourquoi d'intervention avec l'équipe qu'on accompagne, dans quel cadre on le fait, et mettre en avant aussi les engagements des deux parties. Quand on vient dans un contexte, on va mettre de l'énergie. L'énergie, elle va être partagée aussi, on espère en tout cas, des deux côtés, pour atteindre un objectif. Donc c'est important de le clarifier. Rapidement, un témoignage de Ludo, que je salue au passage, qui est un ancien militaire que j'ai connu dans un contexte bancaire, qui a aucun background de développeur et qui a intervenu dans un contexte bancaire ultra réglementé sur un produit PSD, enfin sur un projet PSD2 avec un contexte technique très pointu, on va dire. Et je lui ai posé deux, trois questions. Je vous laisserai les lire a posteriori, mais ce qui m'a surtout marqué, c'est cette phrase. Pour moi, c'est pas du tout un problème de ne pas être technicien dans un milieu tech, mais ça nécessite de connaître ses forces et faiblesses et surtout de les admettre. Donc c'est réellement cette idée de ah oui, je comprends pas, c'est pas grave si je comprends pas ce qui se dit. Moi, je vais agir sur autre chose. J'agis pas sur leur technique, j'agis pas sur leur domaine d'expertise. Je dois agir sur autre chose. Je suis là pour créer le cadre, faire en sorte qu'il y ait des choses qui émergent, faire en sorte qu'ils puissent se rendre compte de comment ils peuvent être plus efficaces. Donc, ma conclusion, le mot de la fin, pour les facilitateurs qui interviennent au pays des techs, restez neutre, c'est vraiment la clé. Restez en posture basse, c'est votre plus grande force, c'est notre plus grande force. Ne pas se soumettre au marché, il y a une forte incompréhension. Il faut lutter contre ça, il faut clarifier sa vision du rôle. Si vous êtes consultant, si vous êtes en tout cas dans une boîte de consulting et que vous faites de la facilitation, n'hésitez pas à le pousser aussi en pre-sales. Ne vendez pas du rêve, ne vendez pas quelque chose qui correspond aux besoins du client. Faites passer ces messages-là. Je vous recommande de ne pas faire uniquement des rétrospectives horizontales pour cette lassitude que j'ai mentionnée plus tôt. Mixez réellement avec des rétrospectives verticales. Facilitez des rétrospectives techniques. Faites-le. Réellement, essayez-le. Restez en posture basse surtout, comme je l'ai dit. Mettez en place des outils d'amélioration continue. Instillez cette culture. Donc ça se fait via des modèles d'auto-évaluation que vous pouvez créer avec des experts au sein de l'organisation. Et mettez en place des outils comme le Popcorn Flow. Il y en a plein d'autres, mais c'est les deux que je voulais illustrer surtout. Et surtout, aidez-les à se comprendre. C'est vital. Je vous le jure, c'est hallucinant. Les gens qui ne se comprennent pas et qui ont l'impression de se comprendre, c'est une plaie pour tout le monde. Et en tant que facilitateur, essayez de capter ça et faites en sorte de lutter contre ça. L'event storming, c'est un super moyen de créer de l'alignement et de créer un vocable commun.
Donc tout ce que je vous ai dit là, c'est vrai au pays des techs, si on pense aux techos, développeurs, mais au final, c'est vrai dans n'importe quel contexte. C'est vrai au pays des techs et au-delà. Merci à tous de m'avoir suivi, à tous et à toutes. Et je voulais dire encore un grand merci à Marc, Hicham, Johan, mon collègue de prénom, et Anthony pour l'orga du jour, parce que c'était juste exceptionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de sponsor, ils font tout à la main, c'est extra ce qu'ils font. Donc merci à vous. Et s'il y a des questions, je serai dispo dans Discord.